time! Five rounds for the undisputed UFC Salut tout le monde et bienvenue dans le MMA Club. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'UFC 270, Francis Ngannou contre Cyril Gane. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez fait vos petits pronos, qu'on puisse comparer à la fin, là, et puis que vous puissiez m'envoyer vos petits messages sur Insta. Donc, on va commencer avec le premier combat de la main card, qui est un combat en poids coq. C'est Cody Stamann contre Saïd Nurmagomedov. Donc Cody Stamann, il est à 19 victoires, 4 défaites et 1 nul. Nurmagomedov, il est à 14 victoires et 2 défaites. Donc il n'a rien à voir avec Khabib Nurmagomedov. Ils ne sont pas de la même famille, tout simplement. Stamann, il sort de 8 décisions sur ses 10 derniers combats, dont 5 d'affilée. Et les 2 derniers, il les a perdus contre Dviashvili et Rivera. Ça fait sentir qu'il est sur la pente descendante. Cependant, il a une grosse expérience, il ne refuse pas de ses clients. Il accuse peut-être le coup d'avoir fait plusieurs guerres. Il est à l'UFC depuis 2017, il en est à 5 victoires, 3 défaites et 1 nul. Voilà, il est en dents de scie, et là il sort de 2 défaites, donc il est pas sur une bonne dynamique. Quant à Saïd Nurmagomedov, eh bien, il sort d'une victoire et d'une défaite. Je le connais pas très bien. À part sa défaite, il a l'air sur une bonne dynamique, une dynamique positive et poussive. Il a fait 4 Fight Night à l'UFC, il s'en sort avec 3 victoires et 1 défaite depuis qu'il a signé à l'UFC. Je pense qu'il aura plus de jus en fait pour gagner les premiers rounds et pour gagner le combat tout simplement. Parce que Stamann a livré trop de guerres dernièrement. Et les 2 dernières lui ont coûté beaucoup, je pense. Donc je donne ce premier prono, je donne la victoire à la décision à Nurmagomedov. Concernant le deuxième combat de la main card, c'est un combat en poids lourd. C'est Greg Hardy contre Alexei Oleinik. Greg Hardy, il a 7 victoires et 4 défaites. Oleinik, il est à 59 victoires. C'est énorme. 16 défaites et 1 no contest. Donc, c'est un peu dur ce que je vais dire. Mais Greg Hardy, pour moi, il est un petit peu surcoté. Sportivement, en tout cas. J'ai rien contre lui. Il a l'air de bosser dur, il refuse personne, il est très attractif dans la cage, j'apprécie ses combats. Il jouit d'une aura d'anciens joueurs de foot, c'est pour ça aussi c'est un point positif pour lui. Personnellement, quand il a combattu contre Tuivasa, j'étais à fond pour Tuivasa, et je pense que ça s'est confirmé qu'il y avait pas un monde d'écart, mais il y avait une classe d'écart. Tibura l'a battu également. Là, il est sur une mauvaise série, il est sur 0-2. Moi personnellement je l'aurais pas mis en main card, Greg Hardy, mais ce qui se passe c'est que c'est son dernier combat de son contrat actuel, et je pense qu'il avait signé pour des main cards, donc je pense qu'il a terminé avec l'UFC après ça, probablement, parce que s'il perd il sera à 0-3 sur ses dernières sorties, et on sait que l'UFC n'hésite pas à licencier des combattants, même charismatiques, même bankable, quand ils n'ont plus sportivement, quand ils n'apportent plus grand chose. Et pour moi, Greg Hardy, quand je disais qu'il était un peu surcoté sportivement, voilà, c'est ça, c'est pas que c'est un mauvais gars et tout, c'est que, il apporte pas non plus un truc de fou, à part l'aura de joueur de foot qu'il a et le fait que oui, c'est un bon bosseur, c'est pas non plus la grosse plus-value, quoi. Oleinik, de son côté, c'est pas beaucoup mieux, sauf qu'il a beaucoup d'expérience. Il est tellement en dents de scie qu'il peut très bien gagner cet affrontement et reperdre un combat dans 3 mois. Il vient de perdre contre Sergei Spivak, qui est quand même balèze, contre Chris Daukaus, qui était sur une bonne dynamique, et contre Derrick Lewis, donc là par contre il n'y a pas à rougir. Sa dernière victoire remonte au 10 mai 2020, en split decision contre Fabricio Werdum, qui est quand même un gros client. Donc pour moi, au vu des dynamiques, alors je suis beaucoup sur les dynamiques, hein, c'est un peu mon cheval de bataille, je donne la victoire à Oleinik par soumission dans le 3e round. Je vois le Russe gagner, avant la décision, et au sol. Donc le prochain combat, ce combat est allé en préliminaire, suite au fait que Fialho contre Pereira a été inséré en main card.
Donc c'est un combat de poids plume. C'était censé être Movsar Evloev contre Ilia Topuria. Ça a été annulé côté Evloev. C'est dommage parce qu'il était à 15-0 et Topuria était à 11-0. Donc au départ, de toute façon, je donnais pas la victoire à Evloev. Malgré ses 5 victoires, ça devient difficile au fur et à mesure pour lui. Depuis qu'il est à l'UFC, donc il est à 5 combats et 5 victoires par décision, dont un split face à Nick Lenz. Je le voyais déjà pas vainqueur. Je voyais déjà la marche peut-être trop haute cette fois. Donc c'est Charles Hare Jourdain qui s'y colle à une semaine de l'événement. Il a une fiche de 12 victoires, 4 défaites et 1 nul. Il a gagné contre Damien Lapidus au TKO juste avant de signer à l'UFC. Et depuis qu'il est à l'UFC, Jourdain, il est à 3 victoires et 3 défaites et 1 nul. Donc il fait le yo-yo, systématiquement. Il gagne, il perd à chaque fois. Pour moi, c'est vraiment précipité comme affrontement pour lui. Niveau confiance, s'il le repère là, ça va être compliqué de le conserver déjà pour l'UFC. Et puis même pour lui, c'est vraiment dangereux comme affrontement. Cela dit, s'il a accepté le combat, je pense qu'il était en forme. Je pense qu'il était prêt à saisir cette opportunité de franchir ce palier. S'il a choisi de dire oui, c'est qu'il semble être prêt pour ça. Il est capable de gagner, attention, hein. Sur la durée. C'est un combattant à qui il faut un round minimum pour démarrer. Donc comme c'est un mec qui fera pas des 5 rounds puis qui sera jamais, enfin sûrement jamais en main ou en co-main, c'est compliqué pour lui en fait par rapport à sa façon d'aller dans le combat. C'est compliqué pour lui de gagner genre au premier round quoi, vu qu'il démarre très tard. S'il ne se fait pas maîtriser rapidement, il peut développer son jeu, il peut prendre ses aises sur le tard. Et voilà, nous la jouer un petit peu Rocky Balboa, quoi, encaisser, et puis revenir dans le combat. Ça devient intéressant quand il est à l'aise dans la cage. Il est poussif, il cherche à finir, mais ça le met aussi en danger. Alors je sais pas trop quoi en penser. J'essaye de l'analyser avec justesse, mais j'ai du mal à le voir gagner, j'ai du mal à le voir franchir un palier. Jourdain. J'ai du mal à aller le voir plus haut que là où il est maintenant. J'aimerais bien, hein, ce serait cool pour lui, hein, parce qu'il est cool. Hein. Donc, le Géorgien Topuria vient d'enchaîner 2 victoires par KO au premier round. Il s'est fait un nom au Brave, au Cage Warrior. Et depuis l'UFC, c'est 3 combats, 3 victoires propres. Il a battu Ryan Hall en juillet, qui n'avait plus perdu depuis 2006, depuis son premier combat. Donc c'est vraiment un truc de fou. Je pense que Hall s'attendait pas à perdre contre lui. C'est clairement le moment pour lui de passer à la vitesse supérieure, même si c'est fait déjà. Pour le coup, son adversaire est peut-être moins prestigieux en termes de palmarès et de dynamisme, d'impact sur l'avenir que ce qui était prévu au départ. C'est-à-dire que s'il gagne contre Jourdain, bah, c'est juste logique en fait. Pour moi, hein, je pense que s'il gagne, il prend pas de place dans le classement et bon bah il aura sauvé sa carte, il aura sauvé son combat en combattant aujourd'hui, mais il y gagnera pas grand-chose, je pense. Voilà, donc je pense que si le combat dure, ça peut mal se terminer à la décision ou par TKO pour Topuria, mais seulement dans ce cas de figure. Je le vois pas sinon perdre. Donc la dynamique pour moi, elle est pour Topuria. C'est important comme critère, c'est la confiance. Je pense que si Jourdain ne l'entraîne pas dans une guerre épuisante, genre fin de 3e round, Topuria devrait logiquement prendre le dessus au premier round par KO ou TKO. Donc c'est un peu présomptueux ce que je dis, mais n'empêche que je le vois gagner au premier round. Cela dit, ça va être une belle opposition de style martial et une belle opposition de style tout simplement parce que les deux mecs sont bankable, ils sont beaux gosses, ils vont faire une très belle affiche et c'est vraiment dommage que ça dégage en co-main event. Donc ce sera remplacé par André Fiallo contre Michel Pereira. Donc ce combat s'est greffé à la main card, donc on va le pronostiquer hein, également. C'est un combat en welterweight. Donc Fiallo il a 14 victoires, 3 défaites et 1 nul. Et Pereira est à 26-11. Alors je le connais pas du tout Fiallo, donc ça va être difficile de pronostiquer tout simplement, et puis d'aller en sa faveur, c'est encore plus compliqué. Je sais que c'est son premier combat à l'UFC. Ses derniers combats, donc il a combattu 4 fois en 2021, janvier, juin, septembre et octobre, c'est énorme. Et il revient déjà. Il revient déjà après 4 victoires par TKO au premier round. Donc après, c'est pas un peintre, hein, voilà. Il semble prêt à rester sur cette bonne dynamique.
Concernant Pereira, on connaît tous le showman, il est foufou, il est incroyable dans la cage. Parfois il brasse de l'énergie à faire des gestes un peu... bon, il s'est un peu calmé on dirait, mais il fait des fois des gestes un peu bizarres, il fait des sauts arrière, parfois qui sont même illégaux tout simplement, ça lui a valu pas mal de pépins, quelques défaites. Donc il semble, parfois il a ce côté un petit peu irrespectueux, durant le combat, pas après hein, bien sûr, mais pendant le combat il a l'air un petit peu provocateur et respectueux comme ça. Je pense que c'est sa façon à lui d'être original. Ce sera jamais un mec qui sera sur des main cards parce qu'il est un top 5. Je pense que c'est un combattant qui est sur des main cards parce qu'il a une personnalité de fou et il a un physique tellement impressionnant. Alors il est sur 3 victoires de suite, voire 4, parce que la disqualification pour le coup de genou sur Sanchez, c'était... ça peut être vu, pour certains ça peut être vu comme tout à fait logique. Moi je trouve que c'était un petit peu grotesque sportivement parlant, parce que Sanchez n'était pas à l'agonie, et surtout pour son aura, Sanchez aurait tout à gagner à continuer et à perdre par décision, parce qu'on allait vers une décision, plutôt que arrêter comme ça le combat et puis dire bon bah j'arrête parce que je suis blessé, alors que bon on voyait bien que ça, je dis pas que ça allait, mais bon il n'était pas non plus à l'agonie, et du coup ça a fait débat, c'est dommage. À part ça, il reste sur 2 décisions notamment contre Nico Price. Pour moi c'était un nul, mais je suis pas juge et j'ai pas le même œil que des juges officiels, donc je peux pas brasser de l'air comme ça. Il a gagné. C'était une guerre incroyable. Pereira a une expérience, il a vraiment une expérience de fou. Il a combattu dans des bourbiers en Serbie, au Brésil, donc voilà, c'est très difficile de donner un vainqueur quand on n'a pas les infos sur les 2 combattants. Les dynamiques sont similaires, sauf le standing de leurs adversaires, c'est-à-dire qu'ils ont tous les 2 enchaîné pas mal de victoires, mais le portugais, c'est contre des no-name, on va pas se mentir, on sait pas trop. Je crois qu'il a combattu contre Nick Lenz, à part lui, je connais pas ses adversaires. Pereira, il affronte des mecs coriaces, il a fait ses preuves à l'UFC, et même dans la défaite, il est là, il ne se fait pas massacrer quand il perd. Là, il est sur 3 victoires consécutives, et je vais lui donner mon prono. Michel Pereira à la décision. Mais attention, Fialho, rien à perdre, il semble envoyer des parpaings. Donc, surveillez la distance au premier round, et à mon avis, ça devrait le faire pour Michel Pereira. On passe au co-main event of the evening. Brandon Moreno contre Davison Figueiredo. Donc là, il y a beaucoup à dire. Brandon Moreno, il est à 19-5 pardon, et 2 no contest. Figueiredo, il est à 22 et 1 no contest. Donc bienvenue à la guerre, c'est la trilogie finale pour ces 2 magnifiques points mouches. Je pense pas qu'il y aura un 4e affrontement, et donc faut pas cligner des yeux. Brandon Moreno, je vais commencer par lui. C'était un excellent boxeur, mais c'est devenu un boxeur d'élite, vraiment. Il encaisse beaucoup, mais il a un coffre exceptionnel. Il a une vitesse d'exécution qui est assez ingérable pour ses adversaires. S'il gère les assauts saccadés du Brésilien, il devrait pouvoir encore une fois l'emmener dans les profondeurs d'un 4e, voire d'un 5e round, pour obtenir une décision. Il a bien géré le statut de champion, malgré le fait qu'on disait que Figueiredo était pas prêt le premier combat, que son cutting avait été douloureux. Il s'est pas démonté, il y est allé, il a combattu comme un champion, et la deuxième fois il y avait encore moins d'excuses, parce qu'on disait que Figueiredo serait mieux préparé. Finalement ça a quand même payé pour Moreno d'y aller avec ses armes, en mode tortue de guerre là, le menton rentré dans les épaules, c'est incroyable. Au sol, il a prouvé qu'il était, il était au-dessus. Donc ça va être compliqué pour Figueiredo. Donc pour Figueiredo, c'est vraiment un monstre de guerre. Il est toujours confiant, il regarde toujours droit dans les yeux. J'aime bien cet état d'esprit. Je pense, c'est très dur ce que je vais dire, mais je pense qu'il est plus au niveau physiquement, pour ce genre de duel. Alors, je parle pas de sa volonté, je parle pas de son intelligence de combat, de ses skills, je parle de son physique. Son corps a l'air de lui dire de ralentir. Il a enchaîné tellement de guerres. Moreno l'a mis dans le doute, en plus mentalement. Donc, d'après moi, il n'en est pas revenu de tout ça, ni physiquement ni mentalement. C'est comme s'il n'était pas prêt, en fait. Pour moi, des fois, il y a des trilogies, elles ont lieu sur 5-6 ans. Moi, j'aurais attendu, en fait. J'aurais refait 1 ou 2 combats pour la confiance, pour remettre le corps dans la... Comment on appelle ça
pas l'intelligence musculaire, mais une mémoire musculaire de champion, quoi. Se remettre dedans, parce que là, il est sur les défaites, enfin, une défaite, et je sais pas, c'est pas pareil. Il va pas aborder le combat de la même manière que s'il avait un petit run de 1 ou 2 victoires. J'aurais fait ça, j'aurais attendu. Donc voilà, bah, il a pas démérité après, hein. C'était pas écrasant. Il était sur une série de 5 victoires passionnantes avant que Moreno ne vienne le titiller. Malheureusement, la confiance, la science du champion, bah, ça a changé de camp. On sent que c'est plus la même dynamique. On sent que le doute a vu le jour. Donc pour mon prono, je vois pas Moreno perdre. Déjà, je le vois pas perdre avant la fin du 5e round, à la décision, mais je le vois pas perdre tout court. Il a eu le bénéfice du doute lors de la revanche. Et la première fois, Figueiredo était fatigué. C'est vrai qu'il avait combattu 1 mois avant, mais ça c'est son choix. Je pense qu'il était un peu trop confiant. Et puis Moreno a pris sa place dans son fauteuil. Il s'est vraiment bien assis et il n'a pas envie de se lever. Je pense que sa boxe et son takedown défense sont bien supérieurs d'une manière générale, hein. Il a l'air tout chétif dans sa position de tank, là, en mode tortue, à attendre les contres, à déplacer sa tête. Mais il utilise bien son corps au moment de tomber. Il a montré qu'il était dominateur quand il fallait aller au sol. Ça enlève encore une arme au Deus de la Guerra. Ça enlève encore une possibilité d'établir un game plan pour Figueiredo. En boxe, en sol, c'est compliqué. Les mouvements, les feintes, c'est compliqué. Donc ça devient difficile en fait d'établir un game plan sur quelque chose de nouveau. Il va falloir se renouveler et je continue de penser qu'il fallait plus de temps pour prendre ce 3e affrontement, pour se renouveler justement. Donc je signe pour une guerre et je signe pour une victoire de Moreno à la décision. And now, ladies and gentlemen, place au main event. On est avec Francis Predator Ngannou contre Cyril Bangamin Gann. Francis, il est sur 16 victoires et 3 défaites. Et Cyril, il est sur 10 victoires et 0 défaites. Bien sûr, on est sur des poids lourds. Donc Francis ne se présente plus. Il y a plus de doute à avoir sur sa capacité d'adaptation. Donc maintenant, même s'il ne reste pas longtemps dans la cage, il fait preuve de beaucoup d'intelligence. Il a fait preuve de beaucoup d'intelligence contre Miocic et donc on peut considérer qu'il fera preuve de beaucoup d'intelligence contre Cyril. Et on ne l'attendait pas là. Donc je dis pas qu'il est bête, je dis pas qu'avant Miocic c'était un stupide poids lourd qui rentrait dans le lard. Mais ce qu'il a fait, il y a peu de combattants qui sont capables de s'adapter aussi vite, de passer à son statut de brawler, un peu boxeur, un peu brouillon, à ce qu'il a fait là. C'est vraiment une intelligence d'un poids lourd d'élite, c'est incroyable. Donc il a quand même rené Stipe Miocic, Velasquez, Blades, Rozenstruik, Junior Dos Santos. En plus pour Gann, il a perdu beaucoup de poids. Il savait qu'il allait devoir gérer sa mobilité, son cardio de manière très différente. Il a passé environ 8 minutes dans la cage en 5 combats, tous remportés. Il couche littéralement un adversaire tous les 18 parpaings. Donc c'est assez incroyable comme statistique. Donc malgré qu'on mise beaucoup sur ses points, Francis c'est quelqu'un qui kick très bien. Il le montre de plus en plus. Je pense que ça va être une arme, peut-être pas l'arme principale, mais ça va être une arme très intéressante pour stopper Cyril d'ailleurs, qui lui aussi risque de travailler là-dessus puisque c'est son domaine. Francis c'est un monstre de puissance et d'intelligence. Il sait réparer ses erreurs. Il corrige le tir quand il faut corriger le tir. Donc là, il a prouvé qu'il était capable de le faire. Pour moi, il est à son prime. Ngannou, il est à son prime. Il est au top de sa maturité martiale. Je pense que la seule chose qui lui manque, c'est les transitions au sol et un jeu au sol pour devenir une arme parfaite. En fait, quand on parle d'Ngannou, on est un peu trompé par ses highlights, notamment, et par son peu de temps dans la cage, où du coup, on a l'impression que c'est une brute qui s'exprime en 2-3 batteuses, il fait tomber son adversaire et on en reste là. Sauf que voilà, clairement maintenant, on peut plus miser sur ça pour dire voilà, ça résume Ngannou, c'est plus le cas. Maintenant, on a d'autres outils pour mesurer son intelligence de combat et on peut plus douter de ça maintenant. Voilà. Concernant Cyril, déjà pour commencer, c'est une magnifique expérience pour lui. Il va entrer dans la cage pour un main event et pour le titre des poids lourds. C'est assez incroyable par rapport à là où il en est en fait. Je sais pas si c'est du jamais vu, mais enfin en tout cas pour moi, à mon souvenir, ça semble être du jamais vu. C'est possible qu'il perde et qu'il apprenne de tout ça. Et je pense qu'il en est préparé.
Je pense qu'il est préparé à cette éventualité. Objectivement, au vu des adversaires affrontés, alors à part Volkov, les profils sont des match-up plutôt intéressants. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je dis pas que soit il choisit ses adversaires ou je sais pas moi. Je dis juste que quand c'est arrivé de la manière où c'est arrivé, c'est toujours, c'est des mecs un peu lourds la plupart du temps. Ils sont explosifs sur le tard. Ils sont pas toujours mobiles. Et disons qu'ils sont pas forcément moins bons que Cyril, mais la manière dont ils abordent les combats face à Cyril, ça lui permet de s'installer dans le combat. Et une fois que eux ils démarrent, c'est trop tard. Par rapport à sa façon de combattre à lui, c'est trop tard. Les Tanner Bowser, les Rosenstruik, les Derrick Lewis, ces mecs-là sont très forts. Mais bon, voilà, je vais pas me répéter. Il a passé environ 1h20 dans la cage dans ses 5 derniers combats. Donc ça veut pas dire grand-chose parce que il y a un côté des gens qui vont dire qu'1h20 c'est beaucoup. Et il y a l'autre côté des gens, dont moi y compris, qui pensent que passer 1h20 dans la cage, si tu prends pas beaucoup de coups et si tu en donnes beaucoup, eh bien en fait c'est que de l'expérience, c'est que du positif. Donc je suis plus dans cette optique-là de dire que Cyril, ça a l'air d'être le genre de mec qui peut passer 4 heures dans la cage, s'il prend pas de coups, son physique n'en est pas impacté, donc c'est cool. Donc c'est plutôt un point positif par rapport à Francis Ngannou de ce côté-là. Voilà, pour revenir sur Cyril, c'est quelqu'un de très mobile, très intelligent, là-dessus non plus, on le présente plus. Peut-être qu'il manque un peu de puissance pure pour affronter quelqu'un comme Ngannou, mais il semblerait qu'il ait quand même travaillé là-dessus, et il compense ça avec une grande patience et un calme qui a rarement été vu chez un poids lourd d'élite. Donc c'est là où ça va être intéressant, parce que dernièrement on a vu contre Stipe Miocic, Ngannou, on entendait son corner lui dire « Calme Francis, calme ». Cette phrase, elle est devenue un mème sur Internet. Et Cyril, on n'a pas besoin de lui dire de rester calme parce qu'il a cette intelligence naturelle, je pense. Et en fait, c'est là où ça va être intéressant, c'est que ils sont vraiment, j'ai l'impression qu'ils arrivent à un moment parfait pour s'affronter, en fait. C'est parfait. Donc, s'il arrive, Cyril, à travailler ses clinches, ses transitions, je pense qu'il peut couper Ngannou avec ses coudes. Il peut péter son cardio avec des genoux bien placés en sortie de clinch, mais parce que c'est vraiment ses meilleurs outils en tant qu'artiste martial. Mais est-ce qu'il va tenter ça? Ça, c'est la question que je me pose. Peut-être qu'il va aller au sol. Alors là, j'ai rien prévu s'il va au sol parce que j'y ai même pas pensé. À vrai dire, j'ai pas travaillé sur cette éventualité-là. J'y pense pas trop. Je pense pas que ça arrivera. Donc je pense pas que ce soit l'idée, évidemment, pour Cyril d'aller au clinch, d'aller chercher Francis. Je pense qu'il va maîtriser le centre de l'octogone et travailler des jabs puissants, des enchaînements jab, low kick, gros calf kick également, parce que pour gagner, à mon avis, ce sera à la décision, et pour ça, il faut avoir la gestion de l'octogone, un nombre de touches bien plus significatif que le champion, et ça passe par une stratégie, par cette stratégie-là, où il faut toucher, reculer, toucher, esquiver, à mon avis. Donc voilà, si c'est Cyril qui gagne, je le vois là à la décision. C'est pour mon pronostic, c'est très très difficile et je vais mettre l'affectif de côté. Cyril Gane peut gagner avec ses armes, évidemment, là-dessus il n'y a pas de doute. S'ils s'affrontent de toute façon, c'est que les deux peuvent gagner. Pour moi, Francis est tout simplement trop complet aujourd'hui pour être inquiété. J'aimerais bien me tromper et voir le Français tenir la ceinture à la fin du combat. Ça, c'est ce que j'aimerais. Mais ce que je pense, c'est que Francis Ngannou va gagner par KO au 4e round. Pour moi, Francis a montré tellement de facultés d'adaptation contre Miocic, qui était pour beaucoup le GOAT à l'époque. C'est difficile de pas se ranger du côté d'Ngannou en fait aujourd'hui. Comme je disais tout à l'heure, on voit que c'est highlight où il fait que bourriner. Aujourd'hui, c'est terminé ça. C'est un artiste complet. Je pense pas que Ngannou va se laisser subir le game plan opposé. Je pense qu'au contraire, il va prouver qu'il a encore évolué en quelques mois. Il a à cœur de montrer que c'est lui le champion aussi. Aussi, également, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, c'est peut-être inintéressant pour certains. Je pense que, alors là, ça engage que moi, hein, c'est probablement le dernier combat de Ngannou à l'UFC. Et je pense qu'il a envie de terminer sur le statut de légende, en fait, en restant invaincu, enfin, pas invaincu, mais champion incontesté. Pour moi, c'est un critère qui veut dire beaucoup en termes de motivation. Pour Cyril, c'est une expérience incroyable. Et à ce moment-là de sa carrière, c'est pas grave qu'il perde
parce que je pense que tôt ou tard, c'est quelqu'un qui deviendra champion, que ce soit contre Ngannou ou contre un autre. Bon, je pense que ce sera pas contre Ngannou du coup. Après, bon, tout le monde peut se tromper. Après, s'il re-signe pour une revanche, j'aurais peut-être pas le même pronostic. Mais aujourd'hui, voilà, je vois Francis Ngannou gagner par KO au 4e round. En tout cas, je leur souhaite bon courage à tous les deux, parce qu'ils feraient deux magnifiques champions. Peu importe le vainqueur, que ce soit le Camerounais ou le Français, franchement, je pense que ce sera un spectacle magnifique. Donc voilà, rendez-vous dimanche prochain dans la nuit, enfin samedi dans la nuit ou dimanche matin, pour avoir les résultats de l'UFC 270 Ngannou versus Gane. C'était cool ce petit prono. J'espère que vous allez partager aussi vos petits pronos en commentaire sur Insta. Ça serait cool de comparer, qu'on rigole. Surtout si je me trompe, ça sera encore plus drôle. Les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et surtout un bon week-end. On se capte plus tard pour la fiche wiki de Tai Bam Bam Tuivasa. Je vous fais des gros bisous comme d'habitude. À bientôt.